Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et oui, bon dimanche à tous. Épisode 2 avec Thomas Binet, les grands sujets de cette Osez investir, Thomas. Oui, Frédéric, aujourd'hui on va parler d'un pilier fondamental de toute stratégie patrimoniale, l'équilibre. Équilibre dans ses placements, équilibre dans ses décisions et équilibre dans le temps. Alors comment construire un portefeuille équilibré? Justement, je vais vous y répondre dans un instant. Et puis construire son patrimoine, c'est souvent déconstruire certaines croyances très ancrées en France sur l'argent, l'immobilier, l'épargne et surtout sur les bonnes décisions à prendre ou à éviter. Aujourd'hui, nous recevons Jérémy Doyen, cofondateur du cabinet Bonnet et Doyen Conseil et co-auteur du livre Construis ton patrimoine chez Larousse pour nous éclairer sur ce sujet. Et Olivier Maltès va fermer la marche de ce dimanche matin. C'est notre expert en marché financier. Il va nous parler de bonnes résolutions parce qu'investir, ce n'est pas seulement choisir un produit, c'est surtout savoir pourquoi on investit, pour combien de temps et avec quel niveau de risque. Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Vous nous donnez donc une mission, Thomas Binet, équilibrer son portefeuille. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien Frédéric, un portefeuille équilibré, c'est comme un équipage bien rodé, plusieurs actifs qui avancent ensemble, mais pas tous dans la même direction au même moment. On mélange actions, obligations, parfois un peu d'immobilier ou de matières premières. L'objectif, c'est de ne jamais dépendre d'un seul moteur. Si un marché cale, les autres compensent. C'est vraiment la fondation d'une épargne solide. Bon, d'accord, mais la répartition entre tout ça, comment ça se passe? Tout part de deux questions en fait. Combien de temps vous investissez et à quel point vous acceptez les secousses? Avec un horizon long, on peut privilégier les actions plus volatiles mais plus rentables sur la durée. À l'approche d'un projet important, un achat immobilier, la retraite, on renforce les actifs plus stables. L'essentiel, c'est que ce soit cohérent avec votre vie, pas avec une mode. Oui, mais alors une fois qu'on a construit ce portefeuille, on fait quoi, monsieur? Eh bien, on garde le cap, mon cher Frédéric, sans paniquer à la moindre fluctuation. Un portefeuille équilibré est fait pour aborder les mouvements du marché. L'idée, c'est de suivre sa trajectoire, de vérifier régulièrement que les choix correspondent toujours à vos objectifs et surtout de ne pas multiplier les allers-retours impulsifs. La discipline, c'est souvent elle qui fait la différence dans la durée. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Alors, Thomas Binet, nous recevons donc Jérémy Doyen, cofondateur du cabinet Bonnet et Doyen Conseil et co-auteur du livre Construis ton patrimoine. Ça sort chez Larousse. Et vous êtes donc, cher Jérémy Doyen, l'invité de Thomas Binet. Bonjour Jérémy Doyen. Bonjour à vous deux. Alors, je montre à la caméra, pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr ou sur la chaîne YouTube de Sud Radio, votre ouvrage, effectivement, qui est assez volumineux, d'ailleurs, parce qu'il fait autour des 316 pages, pour être précis. Alors, avant de parler de placement, Jérémy Doyen, vous insistez beaucoup d'ailleurs sur le rapport personnel à l'argent. En quoi notre éducation financière est-elle souvent notre premier frein? Déjà, merci d'être là sur Sud Radio. Sur la partie l'éducation financière, je pense qu'effectivement, l'éducation financière, c'est le premier levier pour gérer son patrimoine. En fait, l'éducation financière, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui de nos parents. On ne l'apprend pas à l'école et je trouve ça bien dommage que ça soit déjà un premier frein parce que ce n'est pas appris à l'école. Le fait que ça soit un frein, c'est tout simplement de notre côté de comprendre que l'éducation financière va nous permettre de comprendre les leviers d'investissement pour le futur et le levier de construire son patrimoine. Que ça soit construire un patrimoine immobilier, un patrimoine financier, même un patrimoine qui va être un peu différenciant avec des actifs décorrélés. Alors justement, vous partez d'un postulat fort. On peut construire un patrimoine même en partant de zéro. On raconte beaucoup de choses dans le domaine de l'investissement. C'est quoi, selon vous, le plus gros mensonge que l'on raconte aux Français sur l'argent et le patrimoine? Alors, l'un des plus gros mensonges, je dirais même deux, mais je vais en sortir un premier, c'est d'acheter sa résidence principale en premier. Je pense que tous nos parents nous ont dit ça, c'est forcément, il faut tout de suite acheter de la pierre parce qu'on a une pierre dans le ventre quand on est français, on a une brique dans le ventre, on veut toujours acheter de l'immobilier. Alors justement, Jérémy Doyen, pourquoi c'est pas une bonne décision d'acheter sa résidence principale? Selon moi, c'est pas une bonne décision en fonction de son âge et de sa situation personnelle. Concrètement, si on n'a pas une stabilité financière, une stabilité de votre côté, j'ai envie de dire personnelle, parce que cette stabilité personnelle, c'est la stabilité d'être marié, pacsé, peut-être avoir des enfants, et on va être amené à très vite bouger. Concrètement, je vous donne un exemple. J'achète à 25 ans, je suis célibataire sans enfant. 2 ans plus tard, je rencontre une femme, je me marie et derrière, j'ai un enfant.
3 ans plus tard, le bien que j'ai acheté, malheureusement, je vais devoir le céder parce que ma petite famille ne loge plus dans ce bien immobilier. Et donc, je vais devoir tout de suite céder. La cession rapide d'un actif tel que la résidence principale peut amener une perte financière qui est conséquente parce que, je le rappelle, les premières années, on rembourse la plupart du temps les intérêts. Et donc, il ne faut pas pousser les gens à acheter cette résidence principale dès le premier CDI. Il faut plutôt prendre du temps et peut-être réfléchir à un investissement locatif, le temps d'avoir une situation qui est plus stable. Alors justement, en corollaire avec la résidence principale, vous bousculez l'idée selon laquelle il faut absolument rembourser vite ses crédits. Pourquoi le temps peut-il devenir un allié plutôt qu'un risque ? Alors le temps est forcément un allié quand on a un investissement, déjà en termes d'investissement financier, mais en termes d'investissement immobilier également. Le crédit est un levier. Le crédit est un levier parce que c'est la plus grande richesse de chaque Français. Chaque Français a la capacité à s'enrichir par son endettement. Et ça, c'est une chance française. On a la capacité à emprunter, effectivement, et en fonction de nos revenus, bien sûr, et notre capacité d'endettement qui a été un petit peu revue par le HCSF à 35% d'endettement. Mais en tout cas, le crédit, c'est un levier d'enrichissement que chaque Français doit utiliser. Alors justement, pour quelqu'un qui gagne un revenu moyen et qui a l'impression de ne pas pouvoir épargner, selon vous, par où faut-il qu'il puisse commencer concrètement ? Si on prend un revenu de 2000, 2500 euros par mois, le revenu moyen, ces 2000 euros par mois, c'est une capacité d'endettement à 700 euros par mois, pour être précis. 35% de 2000, c'est 700. 700 euros par mois, ça permet d'emprunter 100, 125, 140 000 euros en fonction du taux qu'on va avoir. C'est peut-être la capacité de faire un premier investissement locatif dans une ville proche de chez soi, pour éviter effectivement les coûts annexes qui seraient liés à un investissement trop loin. On le voit dans un investissement immobilier, dès que c'est un peu plus loin, il faut faire beaucoup de déplacements, beaucoup de charges mentales et beaucoup de charges qui vont s'ajouter. Donc moi, je vais insister sur le fait d'acheter un premier bien immobilier, que ce soit un appartement locatif ou une résidence principale si on acquiert la stabilité, comme je l'ai dit à point, et puis faire de l'investissement financier. Sur les 2000 euros par mois, peut-être qu'on est capable de mettre 50, 100, 150, 200 euros par mois de côté en termes de DCA, dollar cost average, sur soit la bourse si on a un profil risqué, soit des actifs qui sont moins risqués. On parle toujours de risque, mais on peut toujours prendre des obligations aussi. Et aujourd'hui, les obligations ont un attrait qu'il n'y avait pas avant. Alors justement, dans votre ouvrage, vous avez une approche qui est assez structurée, qui est aussi très pragmatique. Est-ce que le patrimoine, selon vous, et finalement, c'est plus une affaire de discipline que d'intelligence financière ? Alors je pense que la rigueur joue beaucoup. Oui. Et je pense que l'intelligence financière, le jargon utilisé par la plupart des conseillers en gestion de patrimoine ou des banquiers ou des gestionnaires de fortune, ou bref, n'importe quel terme pour utiliser le métier de conseil, veut qu'on essaye de rendre ça compliqué pour faire croire qu'on a cette intelligence et que c'est très compliqué de s'enrichir sans quelqu'un. Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, ça joue. C'est-à-dire que le conseil à certains niveaux de fortune est important, mais que pour toute personne, avoir déjà un minimum d'éducation financière permettrait de s'enrichir personnellement par le biais de l'investissement financier et par le biais de l'investissement immobilier. Alors parlons de certains placements que vous jugez comme rassurants, mais qui sont parfois inefficaces. Alors sans les diaboliser, quels sont ces placements qu'on surestime de plus en plus en France ? Les placements qu'on surestime, on parle actuellement de crypto-monnaies, d'or, ce sont des choses qui ressortent très très souvent. Et puis on parle d'autres placements où les Français vont nous dire moi j'ai tout mis sur mon livret. Et vous, ça dommage. Je vous interromps, mais vous avez parlé de crypto, vous avez parlé d'or, vous considérez que c'est surestimé, c'est ça ? Non, je pense que la valorisation de ces actifs, il faut toujours faire attention. Pour moi, c'est des actifs qui sont décorrélés des marchés. Ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose qui ne suit pas forcément le marché action ou le marché obligataire ou le marché monétaire. Mais ces actifs-là, aujourd'hui, l'or vaut beaucoup par rapport à avant, c'est-à-dire qu'on a un niveau de valorisation qui est très élevé. Je dis juste aux Français qu'à chaque fois que la personne commence à nous dire « oui, je vais investir dans l'or parce que j'ai entendu qu'il fallait investir dans l'or », c'est là où ça devient dangereux. Et donc, il faut investir dans l'or pour l'actif qu'est l'or. L'actif qu'est l'or, c'est un actif qui est censé être décorrélé des marchés et qui est une valeur de refuge. Et donc, il faut investir une partie de son patrimoine dans l'or pour cette volonté-là d'avoir une valeur refuge et non pas de faire 200% l'année prochaine. C'est exceptionnel ce qui s'est passé cette année. Ça va peut-être pas forcément se reproduire. Et la plupart des Français qui viennent me voir aujourd'hui en tant que conseil vont me dire « moi, je vais investir dans l'or parce que je veux faire 200% comme mon pote qui investit dans l'or cette année ». C'est pas forcément ce qui va se passer l'année prochaine. Et c'est ce que j'essaye de redire et de rationaliser les Français là-dessus. Alors, en matière d'investissement, on parle souvent de bon sens. D'ailleurs, une banque en avait fait son slogan il y a quelques années. Est-ce que le bon sens, selon vous, devient un mauvais conseiller en matière de patrimoine ? Alors, oui et non. Très bonne question sur le bon sens. Je pense que déjà, premièrement, il faut faire les choses qui sont simples. Il faut arrêter de tout le temps complexifier la gestion de patrimoine. Pour moi, construire un patrimoine, c'est simple. Il faut juste avoir cette éducation financière. Et je reviens là-dessus. L'éducation financière, c'est l'inaction en termes d'éducation financière du gouvernement et d'un point de vue général des conseillers en gestion de patrimoine et des banques. Ça coûte de l'argent à chaque Français. Et donc, effectivement, pour moi, construire un patrimoine, c'est avoir du bon sens. C'est on va acquérir de la pierre pour
investir dans l'immobilier. On va acheter des actions parce que j'ai plus peur des actions, j'ai plus peur de faire cette fameuse action d'Eurotunnel dont tous nos parents vont nous parler, ou nos grands-parents vont nous parler. Et en fait, c'est retrouver le bon sens dans la gestion de patrimoine. Et donc oui, moi je pense que c'est pas si simple, c'est pas si difficile, excusez-moi, de construire un patrimoine. Alors je voudrais vous parler du temps qui passe. Chaque année perdue devient-elle vraiment coûteuse en matière de patrimoine pour un investisseur ? Alors ça, c'est la réalité, parce que beaucoup de personnes vont parler des intérêts composés. Et c'est vrai. En fait, les intérêts composés, ce sont, pour parler très français aux personnes qui nous écoutent, ce sont des intérêts qui font des intérêts. Concrètement, j'ai 100 € la première année, je fais 5% de rendement, je passe à 105. Et bien après, j'ai 105 qui vont faire 5% de rendement, si j'ai les mêmes intérêts l'année suivante. Eh bien, ça permet d'avoir les 5 € qui vont recapitaliser. Et donc, une année de perdu, c'est une année qui peut coûter énormément d'argent 10 à 15 ans plus tard, mais non pas la première année. Donc effectivement, le temps, c'est de l'argent, et commencer tôt, c'est effectivement avoir la chance de se créer un patrimoine bien plus conséquent. Jérémy Doyen, ma dernière question pour vous ce dimanche matin. Comment un particulier peut-il savoir si le conseil qu'on va lui donner va servir son intérêt ou celui de l'établissement qui est en face de lui ? Ça, c'est un très bon conseil. C'est une très, très bonne question. Et effectivement, moi, je pense que la première chose à voir quand on a un conseiller en face de soi, c'est est-ce que c'est un vendeur de produits ou un vendeur de conseils ? Et la différence est très compliquée pour chaque personne et chaque personne qui nous écoute aujourd'hui. Comment on le détecte ? Pour moi, on le détecte si quelqu'un arrive pour vous vendre directement un produit sans avoir compris votre situation. Pour moi, un bilan patrimonial, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il faut prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, voire même 1h30 pour comprendre la situation de la personne. Et si quand vous venez voir quelqu'un, vous lui demandez de faire un investissement immobilier et qu'il vous refourgue une assurance vie avec un produit structuré, il y a un problème. Il y a un problème si ça se passe dès le premier entretien. Il faut prendre le temps de comprendre la situation et ensuite, il faut que la personne soit transparente dans sa manière de se rémunérer. Il y a 2 moyens de rémunération chez un conseiller, les rétrocessions, rétrocommissions ou les honoraires. Eh bien, il faut tout simplement expliquer, si on se rémunère par rétrocession ou rétrocommission, combien on touche sur le placement effectué, et si on se rémunère par honoraire, combien on va toucher pour l'accompagnement. Et pour moi, si déjà ça c'est expliqué, c'est déjà un très très grand pas de savoir qu'on a quelqu'un qui est expert face à nous et qui va nous conseiller normalement dans notre intérêt parce qu'on a compris comment on le rémunérait. Et donc on comprend aussi combien nous on va toucher et combien lui il va toucher. Et si il touche plus que nous, il y a peut-être un sujet. Merci à vous. Que de précieux conseils. Ça tombe bien, le dernier dimanche pour les bonnes résolutions. J'ai tout noté. Bon, je n'ai pas 25 ans pour investir, mais bon. Ça n'aura échappé à personne, cher Frédéric. Merci. Merci beaucoup, Jérémy Doyen, d'être passé par Oser Investir. Et je le rappelle, vous êtes cofondateur du cabinet Bonnet et Doyen Conseil, ainsi que co-auteur de Construis ton patrimoine chez Larousse. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Ah, nos experts sont là. Thomas Binet, vous me le confirmez. Olivier Malteste, bien sûr, expert en marché financier, professeur de finance à Paris-Dauphine. Vous allez, avec Olivier, nous parler, c'est la période, des bonnes résolutions. Absolument, Frédéric. Entre Noël et le jour de l'an, on a tendance à prendre de bonnes résolutions, enfin a priori. Et celles-ci ne doivent pas être uniquement concerner le fait d'arrêter de fumer ou de faire du sport. On est d'accord, Olivier, il y a un petit peu plus que ça quand même. Et oui, Thomas, avant d'entamer cette nouvelle année, nous allons conseiller à nos auditeurs de ne pas oublier de prendre des bonnes résolutions concernant leur épargne et surtout leurs investissements. Alors justement, Olivier, l'investissement, c'est souvent quelque chose qui paraît compliqué. Oui, car on a souvent du mal à repérer sur le long terme pour quel projet on investit, dans quel but. Or, on ne va pas avoir envie d'investir de la même manière si on cherche à se construire un complément de revenu pour sa retraite, à financer les études de ses enfants ou réaliser le voyage de ses rêves, par exemple. Le pourquoi j'investis va influencer la durée d'investissement, mais également le niveau de risque que l'on va accepter de prendre face à cet investissement. Oui, mais alors comment faire, justement ? On le sait, en dehors du livret A, des livrets bancaires, l'enveloppe de placement préférée des Français est l'assurance vie. Et cette assurance vie, qui a été créée sous la forme que l'on connaît aujourd'hui dans les années 80, elle innove toujours. La compagnie d'assurance Suravenir, par exemple, vient d'annoncer le lancement du multi-compartiment, c'est-à-dire que vous allez créer à l'intérieur du même contrat plusieurs compartiments qui permettent d'isoler vos investissements, vos projets, et ainsi d'avoir un objectif bien précis pour chacun. Donc si je vous comprends bien, je peux créer un compartiment pour chaque projet que j'ai. Oui, exactement. Et à l'intérieur du même contrat d'assurance vie, en ayant pris date fiscalement, comme on dit, on va pouvoir gérer différemment en fonction de ses objectifs. Décider de mettre en place de la gestion pilotée, par exemple, plus ou moins risquée en fonction du projet et de son horizon d'investissement. Réduire le risque lorsqu'on a rempli son objectif ou transvaser l'argent d'un compartiment à l'autre, par exemple. Merci Olivier. Merci Olivier Malteste, Thomas Binet, merci. Les projets que j'ai, je retiens, j'en ai beaucoup. J'espère pour vous, mon cher Frédéric. Et rendez-vous l'année prochaine, Thomas. Avec grand plaisir. Bonne matinée à vous. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet.
Avec Yomoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.